Commence? Ouais. Bon, alors bienvenue tout le monde au webinaire de Transparency International Canada qui va porter sur la mise en œuvre d'un registre accessible au public des bénéficiaires effectifs. Je me présente rapidement, je suis Susan Côté-Freeman, je suis la présidente de TI Canada et je suis aussi membre du conseil d'administration de TI à l'international. Et avant de dire quoi que ce soit d'autre, je voudrais d'abord reconnaître que les terres depuis lesquelles je vous parle font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Alors, un mot bref sur TI Canada, pour ceux qui ne nous connaissent pas. TI Canada, c'est la section canadienne de Transparency International, la coalition mondiale de lutte contre la corruption. Et notre section travaille ensemble avec une centaine d'autres sections nationales qui sont présentes à travers le monde sur tous les continents. Alors, notre mission à nous, au Canada, c'est de lutter contre la corruption au sein du Canada en faisant la promotion de législations plus strictes, une plus grande responsabilité des gouvernements et des organisations et une plus grande protection des lanceurs d'alerte. Nos plaidoyers au cours des 2 ou 3 dernières années ont porté plus spécifiquement sur la mise en application de la loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers et sur le problème de blanchiment d'argent au Canada, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Alors, pour plus d'informations sur TI Canada et ses activités, je vous encourage à visiter notre site web à www.transparencycanada.ca. Je me dois aussi de remercier nos supporters aujourd'hui. Et d'abord, je veux remercier la Open Society Foundation parce que c'est eux qui nous fournissent le financement nécessaire pour travailler sur le sujet précis dont on va discuter aujourd'hui. Je veux aussi remercier nos supporters dans la catégorie platine, EDC et Siemens Energy, nos supporters or, BLG, Deloitte, Blakes, Banque Nationale, Dentons, Groupe Vidoc et Sky Power. Et nos supporters argent, alors la CFO, ACAF, Kinross, Alessa, KPMG et Thales. Alors, un petit mot de contexte pour situer un peu la discussion aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà un moment que TI Canada se préoccupe de la question du blanchiment d'argent et de la transparence des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent des entités. Et ce sont vraiment les révélations des Panama Papers il y a quelques années qui ont mené à l'usage d'un terme qui est maintenant très répandu ici, qui est le snowwashing. Et le snowwashing dénote le blanchiment d'argent au Canada. Alors, les rapports de TI et d'autres indiquent que c'est un problème d'envergure au Canada. Et le Canada a été d'ailleurs largement critiqué par le GAFI pour son régime trop timide, son régime de lutte contre le blanchiment d'argent qui est trop timide et une mise en application qu'on juge déficiente. Et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, TI Canada travaille sur cette question du blanchiment d'argent et plaide depuis plusieurs années pour l'établissement d'un registre accessible au public des bénéficiaires effectifs pour contrer les flux d'argent sale au Canada. Et en 2020, le gouvernement du Canada a mené une consultation publique sur cette notion d'établissement d'un registre des bénéficiaires effectifs. Et après un an d'attente, finalement, au printemps, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié un rapport qui était plutôt, comment on dit en anglais, non-committal sur la question du registre. Mais à notre grande surprise, quelques semaines plus tard, le budget fédéral contenait une disposition relative à la création d'un registre public des bénéficiaires un registre public des bénéficiaires effectifs d'ici 2025. Donc, c'est une grande victoire pour une victoire inattendue, en fait, pour nous et pour les autres. Et maintenant, ça change complètement la discussion dans le sens où on n'a plus à vanter les possibles bienfaits d'un registre, mais notre rôle est maintenant de discuter quel devrait être, de quoi devrait avoir l'air ce registre pour qu'il soit vraiment efficace et qu'il soit exemplaire, en fait. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, on a un panel du tonnerre qui va nous aider à réfléchir à cette question-là.
Et je vais présenter en premier Denis Meunier, qui est un consultant indépendant. Et Denis a siégé au conseil d'administration de TI Canada. Il a occupé des postes de direction au CANAF, qui est la cellule de renseignement financier au Canada, et il a été directeur général aussi, responsable des enquêtes criminelles à l'Agence de revenus du Canada. Donc, il a évidemment beaucoup de vues sur la question et des connaissances qui sont essentielles. Je présente aussi, alors bienvenue Denis. Maura Johnson, qui est avocate indépendante, qui travaille pour son propre cabinet, Maura Johnson Law. Maura a plusieurs cordes à son arc, mais moi, je connais Maura particulièrement parce qu'elle a travaillé beaucoup sur cette question d'un registre et particulier l'aspect de la question de la vie privée et de l'accessibilité publique à ce registre. Donc, bienvenue Maura. Et on a aussi avec nous William Ross, qui est coordonnateur d'un collectif qui s'appelle Échecs aux paradis fiscaux. Et ce collectif-là a été fondé en 2010 et il regroupe des organisations de la société civile québécoise qui sont issues des mouvements syndicaux, étudiants, communautaires et économiques. Alors, bienvenue William. Et enfin, la dernière panéliste, mais non la moindre, une collègue de TI France, Sarah Brimbeuf, qui est aussi avocate et qui est chargée à TI France du plaidoyer sur les flux financiers illicites et qui mène notamment un plaidoyer pour la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs. Alors, je pense qu'on va avoir une discussion intéressante aujourd'hui. Un petit mot de technique avant de commencer. On va faire toute notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment format discussion, donc on a des questions dirigées pour le panel, mais je vous encourage à nous transmettre des questions si vous en avez au fur et à mesure. Je vous prie de transmettre vos questions dans la boîte des questions-réponses. Je vous encourage aussi à partager des liens, des idées peut-être dans la boîte chat. Ça nous fait plaisir de communiquer ça, que vous communiquiez entre vous. La seule chose que je vous demande, c'est évidemment de respecter les règles de courtoisie habituelles. Alors, sans plus tarder, je veux lancer la discussion avec les panélistes et je vais leur demander chacun de nous faire part un peu de leur vue leur réaction par rapport à l'engagement du gouvernement fédéral d'établir un registre accessible au public et en quoi ce développement-là est positif pour le Canada. Et William, je me demande si tu voulais lancer la balle. Avec plaisir. D'abord, merci beaucoup à Suzanne et James Cohen aussi de Transparency International pour cette invitation, la création de ce webinaire en français. C'est très apprécié. Le collectif Échecs aux paradis fiscaux est soulagé que le gouvernement du Canada reconnaisse finalement, après plusieurs années de retard sur la scène internationale, la nécessité d'instaurer un registre des bénéficiaires effectifs. Alors que le Québec a montré la voie dans ce dossier avec la réforme du registre des entreprises qui va divulguer dès octobre 2022 les personnes physiques bénéficiaires ultimes des entreprises enregistrées au Québec, il apparaît de plus en plus clair qu'un effort coordonné du gouvernement fédéral soit nécessaire afin de créer un registre qui permettra de faire la lumière, et ce, d'un océan à l'autre, sur les bénéficiaires effectifs restés dans l'ombre. Nous sommes également heureux de l'engagement et l'intérêt personnel manifesté par la ministre Freeland et nous souhaitons qu'une nouvelle ère de collaboration s'ouvrira entre le gouvernement et la société civile pour travailler à l'établissement d'une justice fiscale universelle, à commencer par une plus grande transparence corporative. Car, comme l'a récemment dit Huguette Labelle, la transparence bâtit la confiance. Dans les derniers jours, nous avons eu un violent rappel d'à quel point l'histoire canadienne comporte sa part d'ombre. Beaucoup nous reste à faire dans toutes les sphères de nos activités sociales afin de pouvoir corriger les erreurs du passé qui, encore aujourd'hui, hantent notre capacité de nous réaliser pleinement. Nous savons que le Canada n'a pas une histoire très reluisante en termes de transparence fiscale, à commencer par ses propres institutions financières. Échecs aux paradis fiscaux souhaite que l'implication personnelle de la ministre Freeland permette de prendre des bouchées doubles afin de nous permettre de finalement tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre d'une histoire qui pourra enfin se dire nôtre. Merci beaucoup.
Merci, William. Je pense que c'est un point intéressant pour en reparler un peu, que ce soit que la ministre Freeland ait noté à plusieurs reprises que c'est un projet, c'est quelque chose auquel elle s'engage personnellement. Donc, je pense que ça va donner beaucoup d'élan à cet effort-là, espérons-le en tout cas. Je vais passer à Maura peut-être. Maura, qu'est-ce que ça vous a frappé comment cette nouvelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Maura, vous êtes sur mute. Voilà, je m'excuse. Je pense que William a soulevé beaucoup de points. Je vais ajouter peut-être juste un ou deux. Selon moi, c'est une décision très importante. Brièvement, la transparence de la propriété effective des sociétés n'aidera pas seulement à renforcer les efforts d'application de la loi dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le crime organisé, mais permettra également d'obtenir de plus grands avantages sociaux en garantissant que tous les acteurs économiques qui ont affaire à des sociétés seront en mesure de connaître qui les possède et les contrôle. Et incluant les créanciers, les consommateurs, les prestataires, tous les genres d'affaires sont inclus. Merci. D'accord. Denis? Oui, je suis complètement d'accord avec les propos de William et de Maura. J'ajouterais que l'influence de la vice-première ministre, qui est aussi ministre des Finances, Chrystia Freeland, étant donné, comme vous l'avez dit, Susan, elle a pris cette décision, et je pense que c'est une décision personnelle. En fait, c'est elle-même qui l'a dit. C'est absolument important. Elle a une expérience internationale. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, en anglais, The Plutocrats. Alors, elle a travaillé aussi je ne sais pas si c'était à ce moment-là l'Union soviétique ou la Russie, mais peu importe. Elle a quand même une bonne compréhension des aspects internationaux du blanchiment d'argent et disons, de l'accroissement ou enfin du capital qui est, disons, dans les mains de certaines personnes. Donc, étant donné que c'est personnel, c'est que sûrement elle a compris, elle a entendu ce que les ONG disent depuis plusieurs années, dont, entre autres, l'organisation de Transparency International Canada et tous les autres avec qui nous sommes associés. Alors, j'étais agréablement surpris, particulièrement parce que le Canada avait une piètre performance au niveau des recommandations 24 et 25, ou son équivalent depuis 2003. Alors, pensez-y, on parle de 18 ans où le Canada, concernant ces deux standards, est à l'écart de plusieurs autres, d'ailleurs comme plusieurs autres pays, sauf quand on se compare à l'Union européenne, qui déjà depuis plusieurs années, et aussi quand on parle de l'Union européenne, je parle des directives 4 et 5 sur le blanchiment d'argent, où on a fait beaucoup de progrès. Et on continue à en faire parce qu'il y a quand même des déficiences au niveau de l'Union européenne par rapport à la directive numéro 5. Sauf que déjà, ils ont montré un élan international et qui laisse le Canada dans une situation où on méritait le snowwashing. Donc, j'apprécie la décision de la vice-première ministre. C'est vraiment un effort personnel qui montre beaucoup de leadership et d'écoute vraiment à ce qui se passe. Et je pense que ça a été une réaction qui est originaire aussi d'une pression internationale. Donc, c'est vraiment, et comme vous l'avez mentionné, Susan, lorsqu'on compare à ce qui était dans le rapport des recommandations de la consultation qui a été publié dernièrement, puis peut-être un mois plus tard, la décision fait presque volte-face à ce qu'on pouvait lire dans les consultations. Je n'étais pas encouragé après avoir lu ce rapport parce qu'on mettait beaucoup d'emphase sur les consultations faites avec certaines entreprises. Et alors, sa décision m'a agréablement surpris et j'en suis ravi. D'ailleurs, je vois
comment ça peut amener le Canada à remonter un peu notre piètre performance des années passées. Merci, Denis. J'avoue que c'est une nouvelle qui a été très bien accueillie de la part du conseil d'administration de TI à l'international parce qu'évidemment, il y a plusieurs sections qui travaillent sur cette question-là et il y a plusieurs pays maintenant où on a des registres et c'est le cas en France. Et je me demandais, Sarah, forte de l'expérience française qui est quand même relativement récente, quelles sont vos impressions? En quoi ce sera positif pour le Canada d'après vous? Merci Suzanne. En effet, on a un petit peu de recul par rapport au Canada, mais pas beaucoup. On a un registre qui est créé depuis 2017 et qui est ouvert au public depuis 2021. Donc, on a peu de recul sur l'ouverture au public et à peine 5 ans sur la création du registre. Avant peut-être de donner quelques mots sur les leçons qu'on peut tirer, j'aimerais juste également me féliciter également de la création, ou en tout cas de l'engagement du gouvernement canadien de créer un registre sur les bénéficiaires effectifs et de l'ouvrir au public, puisque c'est une excellente nouvelle pour le Canada, mais pas seulement. C'est aussi une très bonne nouvelle pour la lutte globale contre le blanchiment, puisque plus nombreux seront les pays à avoir des registres sur des bénéficiaires effectifs, plus efficace sera la lutte. On le voit au niveau de l'Union européenne, lorsqu'on cherche un bénéficiaire effectif parmi une chaîne de sociétés, il suffit qu'une seule de ces sociétés soit enregistrée dans un pays étranger qui n'a pas de registre ou où il est très compliqué de trouver le bénéficiaire effectif. Il suffit de perdre une seule société pour perdre la trace du bénéficiaire effectif. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle également pour les enquêteurs, pour la lutte contre le blanchiment. Après, au-delà de l'engagement et des grands mots et de l'accessibilité, c'est vrai qu'on arrive dans le détail et malheureusement, dans ce genre de sujet de lutte anti-blanchiment, lutte anti-corruption, le diable se cache dans les détails. Et transparence, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, accessibilité aussi, et donc c'est vraiment très important en fait de se pencher vraiment sur les modalités qui peuvent parfois être presque techniques. On est dans des modalités de logiciel ou de lisibilité, on n'est plus du tout dans des grands principes, mais je pense que la grande leçon à retenir, et je reprends les mots de William au début qui disait qu'il fallait une collaboration entre le gouvernement et la société civile. En fait, la première leçon, c'est de donner à la société civile, aux journalistes d'investigation, aux associations anticorruption et à l'ensemble des organisations de la société civile, leur donner la possibilité de pouvoir utiliser le registre pour prévenir et pour identifier les risques de blanchiment et pour prévenir le blanchiment. Et pour leur donner cette possibilité, il faut vraiment que le registre soit accessible, qu'il soit gratuit, qu'il soit lisible, qu'il soit vérifié, etc. Et vraiment, c'est important de donner cette possibilité à la société civile. Je finirai juste là-dessus, mais ça a été souligné par la Commission, par l'Union européenne dans la 5e directive anti-blanchiment. Il y a plusieurs passages où ils insistent sur le rôle important de la société civile. Et je pense que c'est vraiment la leçon à retenir de ce qu'a fait l'Union européenne jusque-là. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Et c'est vrai le rôle des journalistes parce qu'on sait qu'il y a plusieurs grands cas d'abord les Panama Papers est un exemple. Ce sont des collectifs de journalistes qui ont découvert des problèmes qui mettent en lumière des cas de corruption internationaux. Donc, c'est extrêmement important. Je pense qu'avant de parler, il y a beaucoup de questions techniques. Vous avez très bien dit, Sarah, que le diable va se cacher dans les détails. Ça, c'est clair par rapport à la mise sur pied de ce registre. Mais je pense qu'il y a sûrement des grands principes auxquels il faut penser. Je sais, William, que vous avez quelques idées là-dessus. Donc, parler aussi de l'ambition politique d'un registre. On a parlé de l'ambition personnelle de la ministre, mais qu'est-ce qu'on essaie quel est notre objectif avec un registre comme ça? William. Oui, merci. En fait, c'est intéressant parce que ça va faire beaucoup écho à ce que Sarah vient juste de dire, pardon. Ça me faisait penser à un article d'une professeure de l'Université d'Ottawa en droit, Pascale Cornu-Saint-Pierre, en fait, qui a écrit un très bon article assez limpide aussi là, pour le commun des mortels, qui retrace l'histoire et les finalités politiques là, des registres officiels des entreprises, des registres officiels et des publics des entreprises ainsi que leurs administrateurs. Depuis la Révolution française, aussi en passant par le développement de la modernité au Royaume-Uni jusqu'à aujourd'hui. Puis, elle concluait son tour d'horizon en affirmant qu'aujourd'hui, justement, il y avait un nouveau consensus qui était en train de s'imposer sur le plan international, qui faisait de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les finalités émergentes des registres des entreprises. Puis, on voit que finalement, dans ces
finalité-là, c'est toujours des demandes qui venaient de la société civile principalement, de justement transformer le regard que le monde des affaires pouvait porter sur lui, puis la nécessité de s'enregistrer afin d'être plus redevable devant l'ensemble de la société civile. Puis je pense que c'est un peu à partir de ces principes-là que la plupart des organisations aujourd'hui ont des demandes par rapport à ce qui constituerait un bon registre des bénéficiaires effectifs au Canada, mais comme partout au monde. Puis dans ces grands principes-là, on peut parler évidemment de la publicité des informations, donc c'est-à-dire leur caractère public, la gratuité de l'accès à l'information pour pas qu'il y ait de barrières financières qui soient mises entre les personnes qui devraient pouvoir utiliser le registre et l'information. On parle généralement aussi d'une accessibilité dans le sens d'une lisibilité des données, c'est-à-dire la manière dont les données vont être enregistrées et rendues possibles au public. Un exemple de ça, par exemple, au Québec, dans le registraire des entreprises, juste avant la réforme actuelle, on pouvait faire une recherche par nom d'entreprise, mais on ne pouvait pas faire de recherche par nom personnel. Ce qui faisait en sorte qu'il était difficile de pouvoir voir si une personne se trouvait sur plusieurs entités enregistrées. À partir de maintenant, on va pouvoir faire la recherche par nom personnel et donc être capable de recouper beaucoup plus de données. Donc, c'est un exemple du principe d'accessibilité. Et puis, bien évidemment, un des gros enjeux qui recoupe évidemment l'aspect technique, c'est la fiabilité des données et leur vérification. Ça, c'est évidemment le succès d'un registre des bénéficiaires effectifs repose peut-être pas entièrement, mais énormément sur le fait qu'on travaille à partir de données qui sont vérifiées et qui sont fiables. Ce qui m'amène aussi à vouloir dire que finalement, dans tout ça, il y a aussi un changement donc d'ordre de finalité politique dont il est question quand on parle d'un tel registre. Puis, quand on entend les espoirs qui viennent avec, bien, on comprend aussi qu'il faut que ça devienne plus que simplement un outil pour se donner bonne conscience d'un point de vue politique. C'est-à-dire, c'est bien beau, il y a beaucoup de discours qui ont été faits, et puis je pense que les gens de Transparency International doivent le savoir, beaucoup de discours qui ont été faits sur la transparence au fil des années, sans nécessairement aboutir à réellement plus de transparence ou une transparence qui permette réellement de mettre la main au collet des personnes qui sont les plus impliquées dans la criminalité fiscale. Donc, je pense ici, je pense que les astres sont alignés ici là, pour qu'il y ait une nouvelle coordination entre le gouvernement et la fonction publique ainsi que la société civile pour pouvoir là, amener à bien finalement là, ces grands principes-là. Mais maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'il faut aussi traiter des détails techniques qui sont peut-être moins agréables et moins beaux, moins poétiques, mais qui finalement vont faire en sorte qu'on va parler de l'échec ou de la réussite d'un tel programme. Merci. En effet. Hier, on a parlé lors du webinaire en anglais, il y a quelqu'un qui a soulevé le fait qu'en fait, on a de la chance au Canada, dans le sens où c'est une occasion, en tout cas, de mettre sur pied un registre 2.0, parce qu'il y a eu des expériences précédentes à la France, mais il y a le Royaume-Uni qui a été le premier, je pense, à mettre sur pied un registre. Il y a eu des ratés, évidemment, parce qu'il y en a toujours quand on commence, alors que nous, on a un peu la chance d'une part, d'établir quelque chose où il y a de l'expérience, où on peut apprendre des autres, et d'autre part, comment dire, essayer de faire quelque chose aussi parce qu'il y a une espèce comment dire, d'entrain. Il y a plusieurs pays maintenant qui mettent sur pied des registres. On ne travaille pas dans le vide. Alors, il y a un défi de coordination, mais aussi il y a un effet d'entraînement qui, je pense, va nous aider. Mais je me demandais, Sarah, si vous avez des réactions à ce que William a dit, puisque vous avez l'expérience de la France et peut-être les grands principes qui ont été appliqués par rapport au registre chez vous. Oui, tout à fait. C'est vrai que les grands principes de gratuité, d'accessibilité, de lisibilité, également, je rajouterais peut-être, enfin, c'est pas très beau, mais la véracité, que les informations soient vérifiées. Par exemple, ça ne serait pas satisfaisant qu'une entreprise, qu'une société déclare son bénéficiaire effectif et que puis pendant 5 ans, cette information ne soit pas mise à jour. Donc tout ça, ce sont des principes très, très importants. Et pour un peu donner l'illustration de ce qui se passe en France, mais également au niveau européen, finalement, puisqu'on est censé avoir les mêmes règles, même si on sait que sur la mise en œuvre,
On n'est pas tous au même niveau, et même la France était un petit peu en retard. Elle a rattrapé son retard récemment, mais elle était un petit peu en retard dans la transposition de la dernière directive. Elle a mis un peu plus d'1 an à la transposer. La date limite, c'était en mars 2020. Bon, on comprend qu'il y a eu la pandémie. Mais en France, pour commencer, on a déjà 2 types de registres sur les bénéficiaires effectifs. On a le registre qui concerne les sociétés, les entreprises, et le registre qui concerne les trusts. Et seul le registre des sociétés est ouvert au public. Celui des trusts ne l'est pas. Il a été pendant 3 semaines en 2016, et il y a eu une décision du Conseil constitutionnel qui a considéré que ça portait atteinte à la protection de la vie privée. Donc, c'est une décision qui pourrait peut-être changer, je pense, puisqu'elle était assez politique finalement, et qu'elle n'était pas forcément sur le droit à la vie privée, mais plutôt sur une interprétation de la directive numéro 4 anti-blanchiment européenne. Et donc, ça pourrait être amené à évoluer, je pense. Mais en tout cas, on n'a qu'un type de registre qui est ouvert au public, c'est celui sur les sociétés. Et il est assez simple, je vais vous coller je vais vous mettre le lien dans le chat, mais finalement, la recherche se fait assez simplement. C'est hébergé par une agence de propriété intellectuelle qui est publique, c'est un acteur public. La vérification des informations, elle est faite par les greffiers des tribunaux de commerce. On n'a pas forcément beaucoup de retours sur le contrôle qui est fait. Est-ce qu'ils ont assez de moyens pour le faire? On sait que c'est un contrôle complexe. On n'a pas eu de voilà, on sait qu'il n'y a pas eu de ressources supplémentaires pour octroyer aux greffiers pour leur permettre de mener ce contrôle. Ils ont dû faire avec les moyens constants. Donc peut-être que ça jouera sur la qualité du contrôle. On n'a pas encore assez de recul là-dessus. Sur le taux de complétude, c'est également important d'avoir un registre complet. Si seulement 10% des sociétés déclarent leurs bénéficiaires effectifs, malheureusement, ça ne sert presque à rien. Aujourd'hui, en France, on n'a pas encore de données actualisées sur le taux de complétude, mais il y a une donnée officielle de 2019 qui disait que seulement 70% des sociétés ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs, donc 30% ne l'ont pas fait. Et est-ce que dans les 30%, ce sont des sociétés dormantes qui finalement ne sont plus utilisées, ou alors est-ce que ce sont des petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens de faire cette déclaration, ou on ne sait pas du tout en fait. Et donc c'est quand même assez gênant, et on espère qu'avec l'ouverture au public, eh bien, on pourra vraiment avoir des chiffres plus précis sur quelles sont les sociétés qui ont déclaré, quelles sont celles qui ne l'ont pas fait, etc. Et enfin, je terminerai là-dessus, mais c'est très important. En France, l'accessibilité au registre, elle est gratuite. Il n'y a pas besoin de payer, et ça, c'est un principe très, très important, puisque même si parfois la demande, elle ne coûte que quelques euros ou quelques dollars, eh bien, quand on veut avoir une vision d'ensemble, il faut faire des milliers de demandes. Ça monte très, très vite, et ça peut vraiment être un blocage à l'action de la société civile. Voilà à peu près à quoi ressemble le portrait robot un peu du registre français après 5 ans d'existence. Merci, Sarah. Je pense que c'est peut-être important de clarifier, et corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense qu'au Canada, le registre, c'est pas question, les trusts ne sont pas inclus dans cette... Donc, pour le moment, c'est pas une discussion là, par rapport au trust. Mais je pense que ce que vous soulevez est très important. Si Maura et Denis n'ont pas de commentaires supplémentaires à ajouter, je propose qu'on parle justement des aspects techniques du registre, puisque c'est vraiment là où il va falloir réfléchir beaucoup. Et je me demandais si on pouvait parler un petit peu, selon les panélistes, quels sont les éléments techniques essentiels pour créer un registre qui va être vraiment exemplaire. Denis, est-ce que vous voulez vous lancer? Ou? Oui, merci. J'aimerais rajouter sur certains des propos qui ont déjà été apportés sur cette question. Et d'abord, il faut retourner voir quel est vraiment le but d'un registre, et c'est d'éliminer l'anonymat des sociétés et aussi des fiducies. Et comme tu l'as dit, Susan, les fiducies ne sont pas incluses présentement dans le projet qui a été annoncé dans le dernier budget, mais c'est le dernier refuge. En fait, déjà, les sociétés qui qui sont mal intentionnées, se sont déjà, disons, ont quand même déménagé leur pénate du côté des fiducies. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est la première étape. C'est bien, c'est encourageant. Et donc, un des éléments techniques, c'est de s'assurer qu'on a, au moins concernant les sociétés par action, c'est qu'on ait un registre qui est pan-canadien et qui est harmonisé au niveau de nos 14 juridictions qui font l'abonnement des sociétés. Il faut aussi comparer à ce qui se fait du côté des marchés boursiers.
les sociétés qui sont enregistrées sur les marchés boursiers sont déjà obligées d'identifier les bénéficiaires effectifs. Et le seuil pour le contrôle et l'influence, c'est encore moindre, c'est 10 %, alors que dans la loi actuelle canadienne, c'est 25 %. Donc, il faut changer l'attitude. Et l'attitude, c'est auprès des sociétés qui croient, comme en anglais, sont entitled et qui se pensent qu'ils ont droit à une certaine à la vie privée à 100 % sans déclarer qui sont les bénéficiaires effectifs. Il faut contrer cette réaction parce que même dans la loi actuelle sur le blanchiment, sur le recyclage des produits de la criminalité, le financement c'est-à-dire le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes, il y a une présomption que si la banque ou l'entité financière ne peut pas obtenir les informations de la société concernant les bénéficiaires effectifs, ben, on peut se reposer sur des articles, étant donné identifier disons, le fonctionnaire, pas le fonctionnaire, mais le gestionnaire supérieur de l'organisation. Et à ce moment-là, l'institution financière serait sans faute, mais finalement, on n'a jamais le nom du bénéficiaire effectif. Quels sont, et j'aimerais aussi toucher concernant ce que Sarah a mentionné, il faut que ce soit sans frais. Et il faut avoir des données véritables, précises, complètes, disponibles de façon opportune. On a besoin de données minimales pour ne pas enfreindre, disons, la vie privée des gens, mais quand même, ça nous prend quand même le nom de la personne et les noms que la personne a déjà utilisés, les noms connus. On a déjà parlé d'obtenir les noms officiels qui sont identifiés parce qu'il y a des personnes d'origine ethnique. Donc, il faut quand même avoir les informations, l'épellation dans l'alphabet original, parce que si je me replace dans mon ancien rôle en application de la loi, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes noms et qui sont nées la même date. Alors, il ne faut pas confondre. Ça prend une identification ou un numéro, un identificateur unique, de sorte que les utilisateurs, qu'on soit du côté de l'application de la loi, la police, les gens qui travaillent à l'Agence du revenu du Canada ou même chez CANAF, puissent s'assurer que lorsqu'ils ont accès à ces informations, que c'est des informations complètes et véritables. J'allais aussi dire qu'il faut permettre, comme William l'a dit, le croisement, une analyse et un croisement des données, comme le Québec le permet, et il faut absolument s'assurer que cet élément technique soit bâti dans le système. Il faut inclure des exceptions, parce qu'il y a toujours il y a peut-être à l'occasion des mineurs qui peuvent se retrouver comme bénéficiaires effectifs, mais il faudrait justement permettre ce type d'exception. Et au moment où ils deviennent majeurs, à ce moment-là, il faudrait se déclarer comme bénéficiaire effectif. On a entendu aussi parler de l'obligation de se déclarer lorsqu'on passe par un notaire ou un avocat ou lorsqu'on fait on se déclare comme bénéficiaire effectif. Il faut absolument le faire sous serment, pas nécessairement avec un avocat ou un notaire, mais il faut quand même signer une formule qui s'engage et qui est punissable par sanction si on ne dit pas la vérité ou si plus tard on trouve que c'est de l'information qui est fautive. Alors, ce que j'allais finalement dire, c'est comme élément, quelques points. Un rôle actif pour le registraire, comme Sarah l'a mentionné. Il ne faut absolument pas avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est un rôle passif. Il faut être capable de donner de l'assistance aux personnes qui s'abonnent, aux personnes qui sont identifiées comme les bénéficiaires effectifs ou leurs agents, leurs mandataires, pour s'assurer effectivement qu'ils comprennent bien la loi. Mais il faut aussi faire des vérifications. On parle des contrôles. Peut-être pas à 100 %, mais on peut les faire d'une façon en utilisant une approche basée sur le risque. Mais il faut absolument savoir, et il faut que les bénéficiaires effectifs et leurs agents sachent qu'il va y avoir des vérifications et qu'ils sont passibles de sanctions s'ils ne répondent pas de façon correcte ou sciemment on décide de contraindre la loi.
Et il faut avoir une possibilité de faire des renvois au corps policier lorsque le registraire voit justement qu'il y a des abus. Alors, je pense que pour les éléments techniques, je voudrais tout simplement parler de deux aspects. Avoir accès privilégié pour les corps policiers et les cellules de renseignement financier, et un deuxième accès qui est disponible au public parce que ce n'est pas toutes les informations qui sont nécessaires pour, disons, pour que le public ait accès, disons, à la citoyenneté. Et quand je parle de citoyenneté, je parle au pluriel. Parce que, et aussi la résidence, les différentes résidences, parce que si on veut faire une perquisition ou si on veut justement avoir une collaboration internationale au niveau de l'application de la loi des policiers, il faut savoir où ces personnes résident et ils sont citoyens de quel pays, parce qu'enfin, on peut savoir exactement, on ne peut pas appliquer une demande d'extradition, par exemple, pour un criminel, etc. C'est très important je ne veux pas parler au nom des policiers, etc. Je ne travaille pas dans le domaine, je ne travaille plus dans l'application de la loi, mais étant donné que j'ai quand même une certaine expérience de ce côté-là, c'est absolument important d'avoir ces éléments techniques de bâti dans le système. D'accord. On va parler, je pense, dans plus de détails de cette question de vérification et comment elle pourrait être faite et puis les sanctions aussi. Mais William, je me demandais si vous aviez des réactions ou vouliez contribuer quelque chose sur cet aspect des éléments techniques. Non, pas réellement. En fait, je pense que le tour d'horizon qui a été donné est le bon et est très intéressant. Une chose que je pourrais dire, par exemple, qui est peut-être bien pour la question des fiducies, en fait, c'est qu'au moins, le registre des bénéficiaires effectifs tel qu'il a été présenté au Québec implique les fiducies, les inclut. Donc, ça amène au moins au précédent à l'intérieur du Canada, à partir duquel, d'autres, le gouvernement fédéral ou peut-être d'autres gouvernements provinciaux vont pouvoir réutiliser ce précédent-là. Donc, il y a comme déjà peut-être la possibilité d'un effet boule de neige qui pourrait être intéressant. Les fiducies au Québec, en fait, c'est seulement les fiducies qui sont relatives à toutes les règles d'héritage, etc., sont exemptées. Évidemment, parce que la plupart du temps, c'est des fiducies qui sont temporaires, etc. Mais sinon, c'est déjà, je pense, un des points positifs dans la manière dont les choses ont été faites ici. Et ils sont publics aussi. Donc, c'est non seulement qu'il y a un registre comme en France, mais ils vont être d'accessibilité publique aussi. Donc, ça, c'est quand même un point qui est positif. Je voulais simplement mentionner aussi, vous parliez du registre au Québec, il y a aussi une expérience en Colombie-Britannique qui est plus limitée, mais qui est le registre immobilier qui a été créé en réaction justement au scandale de blanchiment d'argent dans le domaine de l'immobilier. Donc, il y a peut-être des leçons à tirer de ça aussi. Alors, et puis évidemment, j'ai entendu hier qu'il y avait, je pense, une quarantaine de juridictions qui sont engagées ou à établir un registre ou qui sont à le mettre sur pied. Donc, il y a quand même pas mal d'expériences là-bas où on pourra tirer certaines leçons ou apprendre en tout cas. Une chose, Sarah, vous avez mentionné, Maura, est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ou on va parler de la vie privée plus tard, mais allez-y s'il y a des commentaires que vous voulez faire maintenant. Je pense que c'était une réponse très complète de Denis, mais juste souligner l'importance de qualité de données. C'est vraiment la pertinence d'un registre et le succès d'un registre dépend de la qualité de données qu'il contient. Et c'est vraiment la chose peut-être une des plus importantes de souligner. Mais justement, par rapport à cette question-là, comment est-ce qu'on envisage ce processus de vérification de qualité des données? Qui pourrait se charger de ça? Chez vous, vous avez mentionné, Sarah, qui s'occupe, si j'ai bien compris. Il y a des personnes ou des autorités qui sont chargées de vérifier cette information. Au Canada, ça pourrait se passer comment? Denis, William, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Denis? Je pense que c'est important pour un registraire d'avoir justement les ressources nécessaires, l'expertise nécessaire, mais aussi la loi qui lui permettent
de vérifier l'information, comme ça a été dit justement par Mara et d'autres. L'aspect le plus important, c'est la qualité des informations. Et il faut non seulement qu'elles soient obtenues d'une façon opportune, mais aussi mises à jour périodiquement et dans des délais quand même très respectables. Aujourd'hui, la loi canadienne sur les sociétés par action demande que les informations soient mises à jour une fois qu'elles sont obtenues par le registraire ou au moins une fois par année. C'est beaucoup trop lent, à mon avis. Alors, la vérification, c'est l'élément, ce que j'allais dire, là, peut-être le plus important. Donc, comment le faire? Je l'ai mentionné tantôt, on peut le faire. Et il y a aussi des développements technologiques. Il y a l'authentification numérique. Je ne suis pas un expert de ce côté-là, mais il y a des développements de ce côté. Donc, il faudrait peut-être penser à aller de ce côté. Et en plus du fait qu'il faut quand même standardiser dans nos juridictions, il faut penser un petit peu plus loin et penser à la coordination internationale de sorte qu'on puisse échanger des données et puis on parle pas de pommes et d'oranges lorsqu'on parle de bénéficiaires fictifs et quel est le seuil, etc. Donc, je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est toute la question, disons, il faut éviter on a parlé de la vérification garbage in et garbage out. Donc, une vérification qui pourrait être faite soit d'une façon basée sur une approche du risque en utilisant, ce n'est pas nécessaire de vérifier tout le monde en même temps. On sait que les entreprises veulent être enregistrées rapidement, mais il y a des moyens de le faire. Les Américains, dans leur loi, on exige l'identification du bénéficiaire effectif par le numéro de passeport ou le numéro de permis de conduire, qui est déjà vérifié par les différentes juridictions. Et c'est facile, peut-être pas facile, mais il est possible d'obtenir l'accès à la base de données sur les passeports et aussi sur les différents permis de conduire. Maintenant, lorsqu'on s'enregistre, c'est facile, on donne ces informations aux lignes aériennes avant de voyager. Alors, je ne vois pas l'empêchement au niveau de la vie privée de donner ces mêmes informations au registraire et puis de faire une authentification numérique rapide. Et puis, lorsqu'il y a des alertes qui sont soulevées, à ce moment-là, ça donne l'opportunité aux vérificateurs, justement, d'aller poser plus de questions. Donc, il faut bâtir une loi qui permette, justement, cette possibilité pour les gens qui travaillent chez le registraire d'aller vers le bénéficiaire effectif et de poser des questions. Maintenant, il y a toujours la question d'obtenir des informations de passeport à l'international, etc. Mais ça, ce sont des questions qui peuvent être adressées plus tard, soit par justement envoyer de façon numérique une copie de son passeport si on est à l'étranger, il n'y a pas moyen de vérifier, etc. Sauf qu'on le fait au Canada lorsqu'il y a des personnes qui arrivent de l'étranger. Il y a un système qui nous permet de vérifier, voir si le passeport est valide ou pas. Donc, on a quand même accès à ce type de technologie et je pense que ça doit se faire avec, évidemment, la possibilité d'offrir des sanctions, non seulement administratives, mais criminelles, et ça prend des sanctions qui sont dissuasives. Présentement, dans la loi canadienne sur les sociétés par action, le maximum, lorsque sciemment on contrevient à la loi, c'est 200 000 et un maximum de 5 ans de prison. Je trouve 200 000 c'est rien. Quand on parle du blanchiment d'argent, dans les milliards, c'est le coup de fer. C'est le coup de fer à faire. Donc, ça prend vraiment une refonte du côté des sanctions. Il y a quelqu'un qui pose la question dans la boîte de questions par rapport à cet équilibre entre la vie privée et les renseignements qui doivent être fournis dans ce registre. Et je vais demander à cette personne-là de patienter un petit peu parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est une bonne question, évidemment, comment on atteint un équilibre. Et ça a été tout au long, en fait, au cours des dernières années, ça a été un argument qui a été servi à plusieurs reprises, cette atteinte à la vie privée, etc. Et je suis sûre que vous aurez beaucoup à dire là-dessus. Sarah, des réactions à ce que Denis vient de dire par rapport à la situation française et européenne?
Oui, j'ai deux réactions. Donc, une première réaction sur la vérification et une deuxième sur les sanctions. Donc, sur la vérification, en effet, c'est vraiment nécessaire, hein. Il y a, ce que disait Maura, il n'y a pas de bon registre si les données ne sont pas fiables. Donc, moi, je disais qu'on avait vraiment une autorité qui était chargée de la vérification. Ce sont les greffiers des tribunaux de commerce. Donc, c'est sur concours, ce sont des agents publics. Et il y a une autre façon depuis 2020 de vérifier aussi, et c'est une mesure, enfin, c'est une obligation européenne. Lorsque une information qui est dans un registre, qui est dans le registre sur les bénéficiaires effectifs n'est pas la même que celle qui est sur le registre cadastral, par exemple, ou un autre registre, eh bien, les différentes personnes en charge de vérifier ces registres font remonter le problème, l'absence de coordination, de cohérence entre les informations, et ça permet enfin au greffier de vérifier où est le problème. Est-ce qu'il est dans le registre cadastral, le Land Registry, ou est-ce qu'il est dans le registre sur les bénéficiaires effectifs. Donc, on n'a pas beaucoup de recul sur est-ce que ça va marcher ou pas, mais en tout cas, c'est une mesure supplémentaire pour la vérification. Concernant les sanctions, en effet, c'est le nerf de la guerre, il faut que ça soit dissuasif. Et Denis, vous disiez que 200 000 $, c'est pas beaucoup. Vous êtes déçu de connaître les sanctions françaises. Je vais les préciser, mais on est à 7 500 € d'amende, donc c'est à peu près 11 000 $ canadiens, et 6 mois de prison. Donc c'est vraiment peu dissuasif, malheureusement. Il y a d'autres sanctions qui s'accompagnent. On peut avoir dissolution de la société, mais c'est facile de refaire une société ailleurs, donc c'est pas vraiment dissuasif. L'interdiction de candidater pour les marchés publics, mais on peut encore le contourner. Donc malheureusement, ce sont des sanctions qui ne sont pas dissuasives, elles sont assez faibles, lorsqu'on connaît évidemment le poids en milliards du blanchiment. Je voudrais juste préciser un peu l'architecture des sanctions, parce que c'est assez intéressant en France. Quand on parle des sanctions, il y a deux acteurs qui pourraient être visés par les sanctions. Il y a la société et le bénéficiaire effectif. Et en France, jusqu'en 2020, jusqu'à l'an dernier, simplement la société qui ne remplissait pas son obligation de déclaration faisait face à des sanctions pénales. Il n'y a pas de sanctions administratives, ce sont des sanctions simplement pénales. Le bénéficiaire effectif qui refusait de transmettre l'information, ne courait pas de risque pénal. Donc ça a été changé en 2020. Heureusement, les deux, bénéficiaires effectifs et société, font face à un risque pénal s'ils ne remplissent pas leur obligation de déclaration pour la société ou de transmission des informations pour le bénéficiaire effectif. Donc ça s'est quand même renforcé. Je pense qu'on a compris notre erreur dans un premier temps. Néanmoins, on pourrait vraiment augmenter le seuil de sanction, parce que c'est loin d'être suffisant. Ouais. Il y a une question ici de Samuel Lesage qui nous écoute, peut-être pour William. D'abord, il dit que le panel est passionnant, donc félicitations. Et la question, c'est: le registre québécois a exclu les banques et les sociétés d'assurance. En commission parlementaire, le ministre Boulet a fourni peu d'explications pourquoi. Existe-t-il une difficulté pour inclure ces types d'entreprises dans un éventuel registre canadien? William, est-ce que vous avez une réponse à ça, ou Denis? Je préférerais voir si Denis a une réponse. Moi, je n'ai pas nécessairement les connaissances suffisantes pour être capable de voir à quel point la loi canadienne telle qu'elle est en ce moment pourrait soumettre ces entreprises-là. Vous êtes sur mute, Denis. Peut-être j'aurais dû rester muet parce que je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Peut-être reprendre la question encore une fois? Oui, alors on dit qu'au Québec, ils ont exclu les banques et les sociétés d'assurance du registre. Et en commission parlementaire, le ministre Boulet n'a pas fourni d'explication pourquoi. Est-ce qu'il y a une difficulté à inclure ces types d'entreprises dans un éventuel registre canadien? Mais c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on exclurait les banques. Parce qu'en fait, si je comprends bien, les banques est une société, les banques et les compagnies d'assurance sont des sociétés qui sont actives sur les marchés boursiers. D'accord, oui. Donc, il faut tout simplement aller sur un système qui s'appelle SEDI, qui est disponible gratuitement au Canada. Et moi, je pourrais savoir qui est l'actionnaire à 10 ou plus, avec le nombre de parts, sa valeur marchande. J'ai qu'à vérifier le marché boursier de la journée. Je peux voir à peu près toutes les transactions qui ont été faites par monsieur ou madame X, qui est sociétaire de la banque ou de la compagnie d'assurance depuis des années. Et je pourrais facilement définir quel est son actif.
au moins du côté, en fonction des parts que cette personne détient. Alors, je ne comprends pas pourquoi on aurait exclu, parce que déjà, au niveau canadien, ces informations sont disponibles sur le système. Alors, peut-être, c'est pour ça que peut-être j'ai jamais mal compris la question, mais ces Ouais. informations, normalement, sont disponibles. Ouais, Je ne sais pas d'accord, pourquoi on les excluait. Je ne vois pas comment ça... d'accord. Maura? You're on mute. Vous êtes sur mute. Excuse. C'est possible que c'est juste une question qui sont gérées par le gouvernement fédéral. Les banques et je crois les entreprises d'assurance sont dans la Constitution, ce sont fédéraux. C'est peut-être cela, mais je crois que Denis a raison. Le SEDI vont donner les renseignements s'ils sont sur les bourses. Ouais. Non, en fait, l'autre jour, quand on se préparait pour ce webinaire, j'ai posé la question et James l'a posé au groupe qui, chez nous, travaille sur ces questions de bénéficiaires affectifs. On a un registre fédéral des entreprises. Évidemment, les provinces ont aussi des registres. Et qu'est-ce qui motivait une entreprise à s'enregistrer au fédéral plutôt qu'au provincial? Et il y a certaines entreprises, justement, les grandes sociétés de transport, d'aviation, etc., sont forcées de s'enregistrer au fédéral. Alors, c'est peut-être ça la réponse, en fait, à la question. Mais je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce. Il faut en parler. Justement, on vit dans une fédération, au sein d'une fédération. Les provinces ont certaines, autorités par rapport à ces questions. Comment va-t-on faire au Canada quels sont les modèles possibles pour avoir un registre qui est harmonisé, où les données sont accessibles à tous, etc. Quelle est la vision ici? William, est-ce que vous avez des idées là-dessus, ou Denis, Maura? Ben, selon moi, c'est la question avec un grand Q, comme dans Québec, dans la mesure où Québec est souvent l'enfant le plus récalcitrant dans les relations constitutionnelles au Canada. Non, plus sérieusement, je pense que c'est aussi l'aspect le plus mystérieux de ce qui s'en vient dans les discussions d'établissement d'un registre des bénéficiaires effectifs au niveau fédéral. C'est-à-dire, on le sait, là, la manière dont la politique canadienne est structurée, on voudrait bien sûr qu'il y ait de l'harmonisation, que l'harmonisation se fasse dans l'harmonie, mais on sait très bien aussi qu'au concert des provinces, on ne joue pas tous sur la même portée musicale. Fait que ce qui fait en sorte qu'il va falloir discuter énormément là, de la manière dont on va trancher ou créer l'équilibre là, à l'intérieur de ça. D'une part, on voudrait que le fédéral ne vienne pas ralentir l'implantation ou diminuer la portée des registres qui sont déjà mis en place par certaines provinces. Mais de l'autre côté, on veut aussi que le fédéral vienne contraindre certaines provinces rébarbatives ou certains territoires rébarbatifs à de tels registres. Donc, c'est quoi le rôle ici du fédéral? Est-ce que c'est d'encadrer des initiatives faites par des juridictions provinciales ou est-ce que c'est en faisant une loi cadre ou est-ce que c'est en centralisant finalement tous les registres, en enlevant une certaine marge de manœuvre aux provinces? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions là, à ce niveau-là. Pour ma part, je préfère ne pas m'aventurer en spéculation. Je pense simplement que c'est l'aspect qui n'a pas encore été... je pense que tout le monde le voit venir, mais il n'y a pas encore eu de volonté là, explicite de la part ni des provinces qui ont déjà des registres de dire voici comment nous on aimerait participer à, ni de la part du fédéral qui a dit voici comment on propose que ça va se passer. Hier, dans la discussion en anglais, il y avait Sacha Caldera de Publish What You Pay qui est arrivé avec 2 ou 3 modèles qui étaient fort intéressants. Je ne vais pas les répéter aujourd'hui pour la simple raison que je n'ai pas tout l'ensemble des connaissances que Sacha a, mais je pense qu'il y avait là des modèles de réflexion aussi avec leurs forces et leurs faiblesses là, à discuter. Ouais. Denis, je vais demander à James. Oui, allez-y, Denis. Je pense que William a soulevé les bons points. Ça serait difficile de spéculer, sauf que je pense que c'est une question politique particulièrement parce qu'on voit qu'il y a des gouvernements c'est un gouvernement libéral au niveau fédéral,
On a des gouvernements conservateurs qui n'ont pas montré beaucoup d'encouragement à l'établissement d'un registre et même ils ont des lois qui facilitent justement disons, la participation de bénéficiaires fictifs étrangers sans avoir aucun attachement au Canada. Donc, leurs lois provinciales permettent, ils sont vraiment à risque pour le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes dans ces juridictions et ils n'ont montré aucun encouragement. Donc, je pense que pour aller plus loin et spéculer sur le besoin, sur, disons, l'efficacité d'une collaboration nationale serait difficile pour moi, sauf que je crois que ça serait là le défi. Puis, quels seraient les outils à la disposition du fédéral pour les encourager? Ça, c'est probablement les ressources financières, comme toujours. Donc, et si vous me permettez, Suzanne, j'aimerais corriger. J'ai dit que la pénalité, la sanction maximale, c'était 200 000 $ si les bénéficiaires effectifs ou le registraire sciemment ne divulguaient pas les informations correctes. C'est vrai, c'est 200 000 $, mais ce n'est pas 5 ans de prison, c'est 6 mois de prison. Et comme vous connaissez, les libérations conditionnelles permettent à quelqu'un qui écope d'un maximal, puis ça, c'est rare. On sert un tiers de sa sanction, donc on parle de 2 mois de prison max. Alors vraiment, il n'y a pas de dissuasion. Peut-être que Maura ou quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Honnêtement, je n'ai rien à ajouter. Je pense que vous avez bien couvert le sujet. Ouais. Je vais demander à James, je sais qu'il, le directeur de TI Canada, peut-être qu'il pourrait mettre sur la boîte chat un lien qui nous amènerait pour les participants là, sur les deux modèles que Sacha a présentés hier. Malheureusement, je ne peux pas vous les résumer parce que je ne les ai pas là, sur le bout des doigts, mais en fait, c'est spéculatif, ce sont des propositions. Ce qui est très clair, c'est que si on parle d'un modèle central ou si on parle je ne sais pas comment un va alimenter l'autre, mais il va falloir qu'il y ait une harmonisation des champs parce que si on veut que l'information soit utilisable et complète, il va falloir qu'il y ait une entente à ce point de vue-là. Je pense que ça va être des discussions intéressantes, comme c'est toujours le cas au Canada. Mais oui, Denis, allez-y. Peut-être que Sarah pourrait nous informer de ce côté-là parce qu'il y a une disposition dans la directive numéro 5 qui exige justement qu'il y ait une plateforme unique au niveau de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire ou si ça a été fait. J'ai l'impression que c'est un projet à long terme, mais peut-être que si Sarah a des informations de ce côté, ça pourrait nous aider. Oui. Alors, il y a un peu de retard également, puisque la 5e directive prévoyait que l'interconnexion des registres, c'est le mot technique employé, donc que les registres des bénéficiaires effectifs de tous les pays membres de l'UE soient encore interconnectés au 31 mars 2021. Évidemment, c'était trop pharaonique, c'est trop ambitieux. Il y a certains pays qui viennent tout juste de créer leur registre. Je crois que même que l'Italie est encore très en retard. Pour certains pays, c'est des chantiers vraiment. Donc là, la Commission européenne a pris ce qu'on appelle un acte en fait pour donner un peu la recette, la marche à suivre. Il va falloir que tous les registres soient sous le même format. Donc on est vraiment dans la technicité, ça prend du retard, c'était prévisible, mais donc voilà, pour l'instant on n'en est pas encore à l'interconnexion même de quelques pays. C'est en cours, mais j'ai aucun élément de calendrier précis là-dessus. J'ai juste vu les récentes communications de la Commission européenne. Je pense que tout le monde y travaille, mais malheureusement, voilà, c'est pas pour demain à court terme en tout cas. Parce que c'est un autre aspect aussi pour nous, le Canada. Évidemment, il y a au sein du Canada, mais il va falloir être utilisable par d'autres juridictions à l'étranger, évidemment. Donc, ça va être une réflexion assez complexe, je pense, mais tout de même. Il y a aussi, hier, on a entendu parler, il y avait quelqu'un qui représentait Open Ownership, qui est un organisme qui a beaucoup traité de ces questions et qui, je pense, et corrigez-moi William si je me trompe, mais ils ont une norme, je pense, par rapport au champ de données qui devraient être inclus, etc. Ils ont beaucoup
d'informations par rapport. Ils ont beaucoup réfléchi à cette question-là avec beaucoup de parties prenantes. Donc, c'est peut-être une ressource aussi qui pourrait être utile pour nos plaidoyers au Canada par rapport au modèle canadien. Oui, William? Oui, tout à fait. Cependant, un des enjeux reste encore les normes. Les normes qui sont proposées dans ce cadre-là ne sont pas les seules et donc ça va dépendre aussi de quelle série de normes ou boîte à outils là, le gouvernement va vouloir porter son attention. On a parlé au début de la discussion d'un registre des bénéficiaires effectifs 2.0 dans la mesure où le Canada se trouvait dans l'avantage de pouvoir peut-être résoudre des problèmes avant qu'ils se produisent parce qu'on peut bénéficier des expériences qui ont été faites dans d'autres pays. Malheureusement, de la manière dont je vois les discussions se profiler, c'est souvent en mettant de l'avant l'expérience britannique dans une espèce de copier-coller. De dire, bon, l'expérience britannique, c'est ni un échec retentissant, ni un succès monstre, mais pour toute fin pratique, commençons avec ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors que il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ces dossiers-là à l'international qui ont déjà montré que, bon, il y a des erreurs qui ont été commises, que c'est tout à fait normal que des erreurs soient commises quand on invente quelque chose de nouveau, mais qu'on a aussi des possibilités, des pistes de solutions crédibles pour pouvoir surmonter ça. Et puis, c'est justement là où des fois, finalement, on voit que la conversation ne tourne plus aussi rond. C'est-à-dire, on préfère l'harmonisation avec ce qui existe déjà que plutôt de dire, bon, ben on va innover en même temps là où on voit les points faibles de ce qui a été fait ailleurs. Donc, je pense que c'est à quelle série de normes les gouvernements vont prêter attention. Souvent, ben, on va parler d'harmonisation avec des milieux des affaires concurrents à l'étranger plutôt que de dire soyons innovants et aussi plus progressistes afin de faire en sorte que quand on va avoir fait le tour du monde, ben aussi tout le monde revienne revisiter leurs propres normes à l'interne. Donc ça, je pense que c'est un des éléments qui va être les plus intéressants parce que je pense qu'il y a quand même la possibilité de faire bouger des choses au Canada en ce moment là-dessus. Mais en même temps, on le sait que ça va être aussi un des milieux, des points qui vont être litigieux avec les différents acteurs de la société civile. Sarah, je me demandais si vous pouvez nous parler un peu. Je sais qu'en ce moment, bon, vous y avez peut-être fait référence, il y a eu une lettre de TI au G7, je pense, et puis je pense que le GAFI est à réviser une norme. Qu'en est-il des efforts internationaux qui pourraient peut-être avoir un impact sur notre exercice au Canada? Oui, tout à fait. Avec son engagement, le Canada, en fait, a rejoint les pays du G7 qui soit ont un registre centralisé sur les bénéficiaires effectifs, soit se sont engagés à l'exception du Japon. Donc, finalement, maintenant, il n'y a plus que le Japon qui ne fait pas partie du club. Et en ce moment, donc, cette lettre de Transparency International des sections des pays du G7, en fait, appelait leur ministre des Finances à avoir une position proactive dans le cadre des négociations actuelles au sein du GAFI, le groupe d'action financière qui a plusieurs recommandations et qu'on a déjà mentionné dans le cadre de cette discussion, et notamment la recommandation numéro 24 qui recommande aux pays, aux États, disons, de rassembler des informations sur les bénéficiaires effectifs. Mais cette recommandation, elle n'impose pas la création d'un registre. Elle donne aux États la possibilité d'avoir plusieurs méthodes de rassembler ces informations. Et le GAFI est en train de réviser cette recommandation. Et l'objectif, en tout cas celui que mène Transparency International, c'est que l'obligation, parce que ça reste de la soft law, donc c'est pas, mais l'obligation de créer un registre centralisé soit dans la recommandation numéro 24, puisqu'on voit qu'en fait, quand on compare les différentes méthodes selon les États, on voit que les États qui n'ont pas de registre mais qui rassemblent l'information sur les bénéficiaires effectifs d'une autre manière, c'est beaucoup moins efficace, c'est beaucoup plus opaque, il y a beaucoup plus de failles. Donc c'était l'objet de cette lettre des pays, des sections de Transparency des pays du G7. D'accord, d'accord. Je voudrais passer à la question, on y a fait allusion un petit peu plus tôt. Denis, vous avez parlé de ça, comment on définit ce qu'est le contrôle d'une société, le seuil de contrôle et quel rôle ça va jouer ça dans l'établissement d'un registre. Parce que vous avez parlé de 10% pour la loi des corporations au Canada.
Ben, si je me mets à la place d'un blanchisseur d'argent, moi, je préfère un seuil à 25 qu'un seuil à 10 parce qu'en fait, ce qui est difficile dans des enquêtes criminelles, c'est d'obtenir une délation d'un des participants. En anglais, c'est to flip a witness. Et puis, dans ce cas ici, ça ne prend qu'une cinquième personne qui détient même moins qu'1% des actions pour en arriver à ne déclarer aucune personne qui a vraiment le contrôle ou une influence sur la société. Quoi qu'on sait qu'on peut faire des arrangements avec son cousin puis son neveu pour cacher la vraie propriété effective. Par contre, ça devient beaucoup plus difficile lorsqu'on a au moins 11 personnes pour faire ce type de... où on demande, il faut aller chercher une plus grande population pour justement mentir aux policiers lorsqu'on fait des enquêtes. Enfin, donc, le seuil de 10 ce n'est pas nouveau. Puis d'ailleurs, il faut revoir un peu d'où vient cette suggestion d'un seuil de 25 Si on lit les recommandations du GAFI, ce n'est pas nécessairement dans les recommandations, c'est dans la méthodologie, si je me souviens bien, où on peut retrouver le chiffre de 25 et c'est seulement une suggestion. Il y a certaines personnes qui disent bah, le standard, c'est 25. Ce n'est pas 25. C'était une suggestion, c'est un exemple. Et puis, ça semble avoir été pris comme, disons, un standard qui permet au pays de rencontrer les recommandations du GAFI. Mais ça n'a aucun bon sens en autant que je suis concerné. C'est un seuil qui est facile à rencontrer. Puis en plus, comme je l'ai dit, il y a d'autres façons c'est absolument important d'obtenir le registre des sociétés, mais comme le Québec l'a fait, il faut aller du côté des fiducies aussi, éventuellement. Alors, pour moi, c'est important de revoir cette question. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral, dans sa loi, qui a été reflétée dans plusieurs juridictions canadiennes, parce qu'en fait, le Canada a proposé la loi sur les sociétés canadiennes, sociétés par action, comme étant un peu le modèle à suivre. Bien, tout ce que ça a créé en général, ça a été un copier-coller dans les provinces pour celles qui l'ont adopté. Et on a répété les erreurs qu'il y avait justement dans la loi fédérale. D'ailleurs, je l'ai critiqué dans un article chez C.D. Howe. Et puis, aujourd'hui, avec l'annonce en fait, aujourd'hui, il y a déjà quelques temps, l'annonce de la ministre des Finances, il va falloir revoir complètement la loi canadienne sur les sociétés par action parce que l'accès public, si c'est le principe qu'on va insérer dans les nouvelles dispositions, si on adapte ça au Canada, ben à ce moment-là, ça va complètement contraire aux dispositions qui sont déjà dans la loi canadienne et dans celle des provinces, où on ne permet aux policiers, l'Agence du revenu du Canada, etc., d'obtenir ces informations il faut absolument en faire une demande officielle, soit par courrier recommandé. Alors, vous imaginez, il faut aller cogner à la porte et j'aimerais obtenir les données concernant le bénéficiaire effectif. Bien, il faut simplement, présentement, télégrapher qu'on fait des enquêtes chez vous. Alors, ça va complètement à l'encontre de tout concept d'une application de la loi qui est efficace parce qu'on annonce chez la personne qui est le cible de notre enquête qu'on veut obtenir. Et en plus, les policiers doivent donner au registraire un compte chez qui ils ont fait les demandes et pourquoi, etc. En tout cas, donc, l'annonce de la ministre, c'est un vent nouveau, c'est rafraîchissant. Il va falloir revoir la loi fédérale, mais évidemment, toutes les lois provinciales qui miroitent un peu le cadre. J'ai dépassé le cadre de ce que vous me demandiez concernant le 10 mais je voulais toucher. C'est le 10 en fait qui touche toute la question des enquêtes criminelles ou même des vérifications administratives, parce qu'en fait, le criminel, c'est loin ça, mais il va y avoir des erreurs normales qui vont être faites. Alors, il ne faut pas
faudrait pas que le registraire devienne trop arbitraire, disons, dans les sanctions. Alors, il faut donner de l'assistance aux sociétés pour bien comprendre ce qu'il faut donner comme information. Ça, c'est normal. Mais à la fin du compte, ce qu'on cherche, c'est vraiment les personnes qui font le blanchiment et le financement d'activités terroristes. Et puis le 10 %, c'est vraiment, d'après moi, un seuil qui est beaucoup plus important avec, disons, une description législative qui parle de contrôle, d'influence, et pas uniquement de tout simplement détenir les parts. On peut aussi parler de la valeur marchande des parts qui est effectivement dans la loi canadienne. Et donc, c'est important aussi de calculer cette valeur en termes parce qu'on peut avoir des parts préférentielles, on peut avoir des actions type A, B, peu importe, il faut calculer le tout. Alors, c'est ce que j'ai à dire de ce côté-là, et peut-être qu'il y a quelques William, personnes. est-ce qu'on a discuté de ce seuil de contrôle au Québec ou Oui, on en a beaucoup discuté. Je pense que ça a été un des points qui ont été le plus soulevés lors de la commission publique sur le projet de loi qui créera le registre des bénéficiaires effectifs. C'est aussi un des sujets qui a été le plus discuté lors de l'étude détaillée là, du projet de loi. Il y a même eu 4 amendements qui ont été présentés par chacun des partis d'opposition pour essayer de faire descendre le seuil à 10 %. Alors que celui qui est suggéré en ce moment est de 25 %. Quand je disais tantôt, on parlait de la série de normes déjà instituées qui font en sorte que les gouvernements écoutent ces normes-là plutôt que d'autres, c'est l'argument qui nous a été servi. Il faut s'harmoniser avec ce que tout le monde fait. Si on va trop loin, on va créer un climat délétère pour l'installation pour le climat d'affaires au Québec, etc., etc. Donc, toujours cette même rengaine qui, comme le disait Denis, fait grand plaisir à ceux qui sont justement là, dans le blanchiment d'argent et le contournement des règles fiscales. Donc, ça a été le sujet, un des sujets de discorde les plus grands, mais pour lequel finalement, on voit la manière dont la rhétorique fonctionne, c'est qu'on a beau amener des arguments fondés, réfléchis et absolument raisonnables pour demander l'abaissement de ce seuil-là, la réalité effective, même si elle est irrationnelle, a toujours plus de poids. C'est-à-dire, genre, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on le fait, puis on va continuer à le faire comme ça, même si on sait que c'est une erreur. C'est extrêmement dommage, à mon avis. Je pense que je ne suis pas le seul à partager cet avis ici. Je pense que c'est justement pourquoi on travaille fort et on continue de travailler encore plus fort pour essayer de faire changer ces choses-là. Une autre chose que je pourrais dire juste en lien avec ça, on parle des bénéficiaires effectifs qui sont visés par ça, mais je pense que aussi, si on peut revenir rapidement aux sanctions, je pense que c'est aussi important de penser en termes économiques beaucoup plus larges, c'est-à-dire les avocats, les firmes d'avocats, les firmes de personnes qui font pression sur les gouvernements aussi pour alléger ces lois-là, mais qui deviennent finalement ce qu'on appelle en anglais des enablers de ces créatures, des montages corporatifs là, ultra opaques, etc. Je pense que ça serait important éventuellement aussi que lorsqu'on voit que il y a eu falsification ou qu'il y a eu de voir si c'est vraiment l'agissement du bénéficiaire effectif lui-même ou s'il n'y a pas une armée d'avocats qui a travaillé à créer cette structure-là afin de protéger de l'identité de quelqu'un. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui doit être mis de l'avant parce que on le sait que si c'est une réalité économique internationale, ce n'est pas simplement le fait d'activités individuelles isolées, mais bien de réseaux professionnels bien organisés qui connaissent comment s'y prendre et qui n'ont aucun scrupule finalement à vendre ces services-là. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui devrait être mis dans le cadre de la portée des sanctions là, quand on étudie, mais bon, c'est du cas par cas éventuellement, mais c'est quand même quelque chose qui doit être discuté. Ouais, je pense que c'est quelque chose que Kevin Comeau a mentionné hier dans ses interventions, en effet. Maura? Juste par rapport, oui, je suis tout à fait d'accord avec Denis et William sur le seuil de 10 %. Juste aussi en retournant à la définition du bénéficiaire ultime, juste pour aussi faire le point que je pense Denis a dit
la définition comprend un volet contrôle et un volet propriété, et que c'est important qu'une définition doit être relativement ouverte pour s'assurer que tous les bénéficiaires ultimes sont bel et bien pris en compte. Car l'information sur qui possède ou contrôle réellement la société variera en fonction de sa structure et de sa configuration précise. Par exemple, dans les sociétés les plus grandes, plus important sera le contrôle qu'un administrateur susceptible d'exercer sur elle. Donc, les administrateurs de la société devraient être inclus dans la définition. Mais plus qu'une société petite, c'est probablement les actionnaires. Et il faudra aussi revoir les conventions, par exemple, entre les actionnaires. Donc, c'est aussi en pensant de la définition, juste avoir une définition flexible et ouverte. D'accord, d'accord. Écoutez, il est 1h16. Il y a une question à laquelle on n'a pas touché, et puis elle est pour vous, Maura, et c'est cette question de la vie privée et comment on réconcilie le type d'information qu'on doit avoir sur un registre qui va être efficace et la protection de la vie privée. Oui, c'est une question importante. La mise à disposition des registres de propriété effective pour une recherche publique entraîne la publication de renseignements personnels sur les bénéficiaires ultimes et ça soulève les préoccupations et des considérations en matière de protection de la vie privée. Au Canada, les droits de la protection des renseignements personnels sont garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits et libertés et par une variété de lois fédérales et provinciales sur la protection de la vie privée. Ça fait un peu longtemps, mais j'ai rédigé un rapport consacré à ces questions. Dans ce rapport, l'analyse juridique concluait qu'en vertu de la jurisprudence relative à la charte, la plupart des renseignements sur la propriété effective des sociétés susceptibles d'être collectés et divulgués au public seraient assortis d'une faible attente en matière de vie privée. C'est-à-dire que c'est, comme Denis a mentionné de plusieurs reprises, on a déjà sur le SEDI, ces tels renseignements qui sont déjà divulgués sur les sites web provinciaux. Mon rapport recommande également que si on veut équilibrer un peu la vie privée avec la transparence, que le registre public de la propriété effective prévoit des exceptions de publication à la demande des personnes légitimement préoccupées par la protection de leur vie privée. Donc, par exemple, dans le Royaume-Uni, ils ont aussi cette exception. C'est une solution politique. C'est une forme d'exception qui ne pourrait être accordée que sur demande et qui serait décidée au cas par cas selon un processus objectif. Donc, semblable. Un exemple concret d'une situation où quelqu'un pourrait demander une exception, ça aurait l'air de quoi exactement, moi? Par exemple, les bénéficiaires ultimes préoccupés par le harcèlement ou des contestataires, ils ont réussi en Royaume-Uni d'avoir leur enseignement exemptionné. De l'aspect public, d'accord. Oui. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a rien dans la charte qui va à l'encontre de la publication de certains renseignements personnels, en fait. Oui, c'est ça. Et comme j'ai dit, si on regarde le SEDI, de tels renseignements, en particulier ceux qui vont identifier les gens, le nom, prénom, nom de famille, etc.,
adresses professionnelles, ils sont déjà divulgués pendant des années. Et cela au moins de protection dans la charte, dont la plupart des renseignements probablement sont corrects de publier. Je me demandais, Sarah, merci beaucoup, Maura. Je me demandais, Sarah, si chez vous, il y avait des exceptions. Je sais que le taux de participation n'est pas idéal, mais est-ce qu'il y a cette exception aussi? Est-ce qu'elle est possible chez vous ou dans le régime européen? À ma connaissance, non, excepté pour les trusts, et c'était le cas du registre avant la 5e directive. Pour accéder aux informations sur les trusts, il faut avoir un intérêt légitime, donc l'interprétation est ouverte. Est-ce que les ONG ont un intérêt légitime? Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas cette exception, mais on voit que ça a été une arme très puissante, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un registre des trusts qui a été ouvert au public pour 2 semaines et demie, 3 semaines avant d'avoir le coup près une plaignante qui a considéré que ça portait atteinte aux droits de l'homme et en l'occurrence au droit à la vie privée. Donc là, on a vraiment eu, et ça pourrait être intéressant de le faire parvenir devant la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, pour avoir un avis, en fait, un avis plus général et peut-être une jurisprudence qui évoluerait. D'accord. William, Denis, des commentaires? Quelque chose à ajouter? William? J'avais une question pour Sarah. En fait, je me demandais comment, en France, étant donné justement la structure et la culture plus républicaine de politique, comment avait été discuté cet balancement entre la vie privée et le droit des affaires? Parce que, pour le dire un peu simplement, ici, on se fait souvent servir le raccourci que le droit à la vie privée devrait triompher là, et donc permettre un certain anonymat même dans le droit des affaires, alors que finalement, l'argument qu'on devrait plutôt pouvoir entendre, c'est que le droit de faire des affaires n'inclut pas nécessairement le droit de rester anonyme. Je me demandais, est-ce qu'il y avait une configuration différente en France dans ces débats-là? Alors, on a le même débat, mais pas forcément sur la question du bénéficiaire effectif. Ça a été contrairement à d'autres pays, et le Canada, justement, on voit que les débats à la suite de l'engagement sont beaucoup plus politisés. Enfin, c'est vraiment dans le débat public. En France, c'était vraiment une question de niche, une question européenne. On a transposé la directive. Les ONG s'en sont saisies en France un petit peu tardivement, même si tout le monde suivait ça de loin. Mais le débat n'a pas été très prégnant, puisque je pense que les lobbying d'entreprises n'ont pas eu, disons, trop peur de cet outil. Et justement, c'est à nous de l'utiliser, pas pour faire peur évidemment, mais de l'utiliser parce qu'on a un outil à disposition. Cette question de la vie privée, elle a été beaucoup plus prégnante dans d'autres débats. Par exemple, on a eu une loi sur le secret des affaires qui a été adoptée il y a bientôt 2 ans, qui est dramatique puisque ça permet aux entreprises de ne pas transmettre des documents qui porteraient atteinte à leur intérêt commercial ou à leurs affaires. C'est une définition très, très large. Donc, ça peut empêcher des acteurs qui luttent pour les droits environnementaux, les droits humains de mener leur lutte. Mais on n'a pas eu trop ce débat dans la question bénéficiaire effectif. Donc, elle a sûrement été plus intense, plus vive à Bruxelles lorsque la directive était en train d'être discutée. Mais je n'ai pas plus d'éléments malheureusement. Merci. Oui, Denis? À mon avis, il faut prendre en considération 3 points. C'est quelle est la menace concernant le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes auxquelles on fait face. Donc, en pensant à cette question, il faut toujours, oui, effectivement, protéger la vie privée, mais il faut aussi penser, le deuxième point, c'est quel est le droit des personnes d'affaires de se cacher derrière leur structure. Et vraiment, lorsqu'on on crée, ce sont les gouvernements qui créent ces sociétés. C'est un privilège d'obtenir ce droit, mais ce n'est pas un privilège, comme William l'a dit, de travailler dans l'anonymat. Donc, il faut penser à ça. Puis, il y a aussi toute la question du besoin de tous les consommateurs, comme Maura l'a dit, elle a étalé plusieurs intervenants dans notre société qui ont le droit de savoir avec qui ils font affaire. Donc, je soulève ces 3 points tout simplement parce que c'est la société, on a le droit de savoir qui. Maintenant, c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde de savoir quelles sont toutes les citoyennetés qu'une personne peut obtenir. Mais par contre, il y a quelqu'un qui devrait le savoir.
Et je pense que c'est là où peut-être ces informations deviennent privilégiées. Ils sont disponibles aux registraires, aux policiers, etc. Par contre, savoir à qui on fait affaire, c'est particulièrement important parce que comme homme d'affaires, moi, et je veux dire, je suis intéressé de savoir si financièrement j'ai un risque de faire affaire avec quelqu'un qui est associé au crime organisé, ma réputation, ma famille, il y a des risques personnels, etc. Il y a une série de risques. Alors, j'ai soulevé ces 3 points tout simplement pour peut-être lancer dans ce débat toute la question de la menace qui aujourd'hui, auquel on fait face. On parle de milliards, peut-être 100 milliards de dollars par année qui est blanchi au Canada, qui est issu de drogue, de trafic humain, de plein de crimes. Donc, il faut quand même... Et d'ailleurs, je dois dire que depuis probablement les attentats terroristes aux États-Unis, etc., et déjà, ça fait des années, on a délaissé un peu les enquêtes criminelles en vertu du... On a déménagé nos ressources vers la sécurité nationale et on a perdu un peu de recul, on a pris un peu de recul, pardon, concernant les enquêtes criminelles. Et je ne veux pas parler au nom nécessairement de tous les personnes qui travaillent dans l'application de la loi, parce qu'en fait, c'est important pour les personnes d'affaires de savoir exactement avec qui ils font affaire pour réduire les risques. Et alors, je voulais rajouter ça dans la question on dit balancer, équilibrer la vie privée avec l'accès à l'information, etc. Mais vraiment, notre société, on a changé et on en perd concernant, on est un peu en recul face au progrès que le crime organisé a fait mondialement, à mon avis. Mm-hmm. En fait, écoutez, il nous reste juste que 3 minutes, puis je voulais vous demander un peu le mot de la fin, mais j'en profite pour dire simplement que c'est sûr que quand on parle de ce registre, il y a une espèce de fardeau pour les entreprises. On parle toujours de ces aspects-là, mais il y a aussi des aspects positifs. Et je pense que Kevin Como les soulevait hier. Si on a un registre qui est efficace et qui fonctionne bien, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui seront protégées des méfaits du blanchiment d'argent. Il y a des entreprises canadiennes qui auront accès justement à une meilleure diligence, une diligence plus efficace par rapport à leurs partenaires commerciaux. Lui pensait aussi que si c'est bien fait, ce sera une source de revenus pour le gouvernement. Ça, j'en suis pas certaine, mais enfin, mais il y a des aspects positifs pour les entreprises. C'est pas que du négatif et du fardeau. Donc, il faut penser à ça aussi. Et je pense que ce sera à nous, les ONG, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, de rappeler à tout le monde qu'il y a des avantages. Alors, écoutez, je veux remercier nos participants aujourd'hui. Je sais que vous avez des horaires très chargés et vous avez passé 1h30 avec nous. Ça a été super fascinant. Alors, Sarah, Maura, William et Denis, merci infiniment de vos connaissances, de partager vos connaissances avec nous et j'espère qu'on pourra se reparler peut-être quand le processus sera plus enclenché au Canada et qu'on aura une meilleure idée où on s'en va, mais je pense que c'est notre rôle d'essayer de diriger la conversation un peu. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Suzanne, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. C'était très agréable. Et merci beaucoup aux participants également et à la prochaine, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir.